Fabrice, bonjour. Donc on a entendu plusieurs mots liés à l'intelligence artificielle générative. C'est une révolution ou c'est une innovation qu'il s'agit de considérer en fait comme toutes les autres, la machine à vapeur ou l'ordinateur? Non, c'est vraiment une disruption. Ça n'a rien à voir avec les précédentes vagues d'innovation qu'on a vu passer, y compris la précédente intelligence artificielle, celle qui a trait au big data et qui n'a absolument rien à voir avec l'intelligence artificielle générative qu'on connaît aujourd'hui à travers ChatGPT. Là, on a vraiment une disruption pour une myriade de raisons, à commencer par le fait que, effectivement, tout le monde s'en saisit, mais que les entreprises ont beaucoup plus de mal à s'en saisir que les employés. Et ça, c'est une grosse différence avec toutes les innovations qu'on a vues depuis le début de la révolution industrielle, où c'était généralement l'actionnaire qui investissait dans l'usine, c'est-à-dire le capital constant d'un point de vue marxiste, et qui du coup pouvait espérer des rendements supérieurs pour son capital constant, les salariés ayant les miettes qui restaient. Là, on a quand même une innovation qui, avec $20 par mois, permet d'avoir du ChatGPT en version plus et d'augmenter le capital variable, c'est-à-dire les ouvriers. Les actionnaires, eux, sont un peu, dans la plupart des entreprises, comme une poule face à un couteau, et ça va poser un problème de viabilité du système capitaliste tel qu'on connaît aujourd'hui. Et dans les entreprises, chacune va connaître des problématiques de négociation de la répartition de la valeur qui vont se poindre à l'horizon assez rapidement. Alors justement, Sébastien, la réduction peut être hypothétique du besoin de main-d'œuvre pour certaines tâches. Peut-elle mener à une diminution de l'emploi dans certains secteurs qui pourrait entraîner une baisse des salaires ou une augmentation du chômage, quoi? À l'évidence, si vous, en tant que travailleur, vous multipliez votre productivité par 2, les marchés ne vont pas se multiplier par 2. Donc à un moment, votre employeur, il va faire un choix et il va diviser sa masse salariale par 2. Évidemment, ça va pas être si simple parce qu'il va y avoir une négociation sur ses salaires, mais ça va pas être si simple non plus parce que très concrètement, la différence entre un salarié doué et un salarié moyen, on va dire, une fois augmentée par l'intelligence artificielle, n'est pas si flagrante. Et donc ça a tendance à gommer l'écart entre les talents au sein de l'entreprise. Donc on va vers un grand chambardement, beaucoup de négociations au sein des entreprises, différentes d'une entreprise à l'autre, mais ça va être un vrai casse-tête et ça va être un vrai sujet de réflexion pour le MEDEF parce qu'il va falloir anticiper tout ça. Mais j'allais vous poser la question parce que Sébastien parlait tout à l'heure de travailleurs augmentés, on va dire, avec des travailleurs qui vont être avec une approche plus traditionnelle. Donc est-ce qu'il y a une forme de chômage de masse qui est en train de se préparer? Et vous le dites justement, est-ce que les partenaires sont en train de réfléchir ou alors de regarder peut-être ou de mettre une loupe sur ce genre d'enjeux? Non, il faut être honnête, les partenaires ne sont pas en train de réfléchir. Ils ont déjà beaucoup dans leur assiette. Il y a quelques entreprises qui ont la chance d'avoir, et j'imagine que c'est le cas d'Eiffage, un dialogue entre un COMEX et des gens qui comprennent vraiment les technologies. Mais dans la plupart des entreprises en France, notamment, les DSI ne font pas partie des COMEX. Et donc, on a des comités exécutifs qui réfléchissent à l'avenir du digital. Et puis des gens qui savent vraiment ce que c'est que le digital, qui d'ailleurs appellent ça numérique en général, et qui n'ont pas de dialogue constructif avec des gens qui réfléchissent à une stratégie. Donc on va dans le mur dans beaucoup d'entreprises. Il y en a certaines qui vont s'en sortir, mais beaucoup vont réaliser l'ampleur des dégâts et beaucoup vont réaliser que pour la première fois, effectivement, une technologie ne va pas nécessairement dans le sens des intérêts du patronat, même si ça n'ira pas non plus dans le sens des intérêts du salariat. C'est clair, encore une fois, si on multiplie la productivité par 2, on ne va pas multiplier les marchés par 2. Donc nécessairement, on va mettre la moitié, évidemment c'est plus subtil que ça, mais on va mettre la moitié des gens sur le carreau. On va avoir un phénomène de chômage phénoménal. Sam Altman, typiquement, envisage le revenu universel et a commencé à mettre en place des techniques pour mettre en place un revenu universel, parce qu'il envisage joyeusement qu'une très grande partie de l'humanité ne sera absolument plus productive et n'aura plus le moindre rôle dans le marché du travail. Alors, je reconnais là un peu votre vision dystopique, Fabrice. Néanmoins, si on veut être quand même optimiste et encourageant par rapport à nos auditeurs, aujourd'hui, qu'on soit patron de PME ou qu'on soit DSI d'une grande boîte du CAC 40, quelle serait votre recommandation? De se mettre tous autour de la table, d'éviter les silos? Quelle est cette opportunité, on va dire, qu'offre l'émergence de cette technologie dans les dialogues interentreprises? Si on est dans une PME, faire joujou avec du ChatGPT, du Stable Diffusion, de tout un tas de faire joujou, prendre en main ces outils, le faire de façon ludique parce que ça peut vraiment être appréhendé de façon ludique. Si on est dans une grande entreprise, là il y a vraiment des réflexions à mener entre des gens qui comprennent les technologies et des gens qui manipulent des mots pour faire semblant de comprendre. Donc typiquement, si vous faites partie d'un COMEX, que vous avez déjà manipulé des mots comme intelligence artificielle, blockchain ou des choses comme ça sans vraiment savoir ce que c'est,
vous allez au-devant d'immenses déconvenues. Il est temps vraiment de s'asseoir, d'écouter les gens de la technique, de comprendre finement les impacts sociologiques, économiques et entrepreneuriaux que tout ça va amener, et de se faire à l'idée que peut-être que ça va pas se passer comme la précédente vague d'innovation. C'est pas si simple que ça, c'est totalement différent. Pour conclure, Fabrice, est-ce que tous les pays sont sur un pied d'égalité face aux progrès annoncés par l'IA ? Ah, pas du tout. Si votre pays repose sur l'exploitation de matières premières, prenons la Russie, une large partie du PIB est liée à l'exploitation de gaz et de pétrole. L'IA ne va pas radicalement changer votre économie. À l'inverse, si vous êtes la France, que vous avez fait des choix politiques qui remontent à déjà 2 générations, de tout miser sur le tertiaire, eh ben là, effectivement, vous faites face à une disruption majeure de votre économie. Il va falloir, là encore, trouver des hommes d'État qui vont anticiper l'avenir au-delà de leur mandat, ce qui est pas donné en France, mais c'est de plus en plus indispensable.